Comparons l'action oblique et l'action polienne sous l'angle de la réforme. J'applique les nouveaux textes. Alors, comparer, ça va d'abord être comparer les conditions et ensuite comparer les effets, les ressemblances, les différences. Quelque chose vraiment de très très simple. D'abord, au niveau des conditions, il y a des conditions communes, puisque dans les deux cas, nous avons un créancier qui a très peur de ne pas être payé par son débiteur. C'est vraiment l'idée, c'est de le protéger. Donc, première chose, il faut qu'il y ait une créance et que cette créance soit certaine. Et il faut évidemment qu'il y ait un risque d'insolvabilité du débiteur. C'est vraiment les conditions sine qua non pour pouvoir mettre en œuvre soit l'action oblique, soit l'action polienne. Ensuite, évidemment, il y a des conditions qui sont différentes et on va voir qu'en fait, elles sont beaucoup plus strictes pour mettre en œuvre l'action polienne que pour mettre en œuvre l'action oblique. D'abord, des conditions relatives à la créance, elles sont différentes. Dans l'action oblique, il faut que la créance soit liquide et exigible. Liquide, ça veut dire évaluable en argent. Exigible, ça veut dire que le terme doit être échu. On peut immédiatement vous la réclamer. Alors que dans l'action polienne, ces conditions ne se retrouvent pas en fait. Ce qui est important, c'est que la créance soit antérieure à l'acte frauduleux. Peu importe qu'elle soit liquide et exigible au moment de cet acte frauduleux. Ce qui compte, c'est qu'elle soit antérieure. Ensuite, il y a des conditions relatives au comportement du débiteur. Dans le cadre de l'action oblique, c'est l'article 1341-1, il faut une inaction du débiteur. Une négligence, une carence, une abstention. Il ne fait pas quelque chose. Il ne va pas agir contre son propre débiteur. C'est-à-dire qu'il a un droit, une action, mais il ne l'exerce pas. Alors attention, c'est uniquement les droits ou actions à caractère patrimonial. Si c'est une action exclusivement attachée à la personne, dans ces cas-là, on ne pourra pas agir sur le fondement de l'action oblique. En revanche, attention, peu importe qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, ce débiteur négligent, il peut le faire parce qu'il est vraiment négligent, il n'a pas envie de le faire, mais sans aucune intention d'embêter son créancier, ou il peut le faire pour embêter son créancier. La bonne ou mauvaise foi n'est absolument pas une condition. Alors que c'est très différent, évidemment, dans le cadre de la fraude polienne. Alors justement, dans le cadre de l'action polienne, c'est l'article 1341-2, il faut d'abord un acte d'appauvrissement. Alors, acte d'appauvrissement, c'est quoi? Ça peut être un acte à titre gratuit, une donation, bien sûr, vous vous appauvrissez, mais pas que, ça peut être aussi par exemple une vente à vil prix, vous vendez très peu cher, forcément vous vous appauvrissez. Donc il faut un acte d'appauvrissement, mais il faut aussi une fraude, on parle de fraude polienne. Alors qu'est-ce que la fraude? Est-ce qu'il faut agir dans le but de nuire à son débiteur? Non. Non, c'est trop compliqué de prouver l'intention de nuire. Donc en réalité, la fraude, c'est simplement prouver la connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier. Il faut qu'il ait connaissance, conscience du fait que, en passant l'acte, il va nuire à son créancier. Enfin, je veux dire, il va nuire. Il va porter préjudice à son créancier, même s'il n'en a pas l'intention de lui nuire. Attention, pour qu'il y ait action polienne, il faut qu'il y ait le débiteur, mais il faut aussi qu'il y ait un tiers. Et ce tiers doit avoir joué un rôle. Il doit être complice de cette fraude. C'est-à-dire qu'il doit lui-même avoir connaissance de la fraude. Alors attention, quand c'est un acte à titre gratuit, cette fraude, finalement, cette complicité, elle est présumée, la complicité du tiers. On n'a pas besoin de la démontrer. Alors qu'en revanche, si c'est un acte à titre onéreux, il va falloir démontrer la complicité du tiers, il va falloir démontrer que le tiers avait connaissance de la fraude. Maintenant, intéressons-nous aux différentes parties à l'action oblique, à l'action polienne. Dans le cadre de l'action oblique, il y a deux parties. Le demandeur, c'est le créancier. Le défendeur, c'est le débiteur, non pas du créancier, c'est le débiteur du créancier, c'est-à-dire le débiteur du débiteur négligent. En revanche, il n'est absolument pas nécessaire de mettre en la cause le débiteur négligent. Il peut être une partie, mais ça n'est pas une obligation. Alors que dans l'action polienne, c'est différent. Le demandeur, c'est le créancier. Le défendeur, c'est le débiteur et le tiers. Ils sont deux à avoir fait la fraude. Les deux seront assignés. Comparons maintenant les effets. On a pu voir que dans les effets, dans les conditions de l'action polienne sont plus strictes. Mais on verra que du coup, au niveau des effets, c'est bien plus intéressant d'agir sur le fondement de l'action polienne que sur l'action oblique. Alors déjà, le but est commun. Action polienne, action oblique. On cherche à protéger le créancier contre le risque d'insolvabilité de son débiteur.
Sauf que dans l'action oblique, c'est vrai que ça va être moins intéressant. Pourquoi? Article 1341-1, en fait, le créancier agit au nom de son débiteur. Déjà, première conséquence, ça veut dire que le défendeur va pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son propre créancier. Et puis surtout, si l'action aboutit, ça va donner quoi? Ça va donner que les sommes que le demandeur va obtenir du défendeur ne vont pas retourner dans le patrimoine ne vont pas aller dans le patrimoine du créancier poursuivant. Elles vont retourner, ces sommes, dans le patrimoine du débiteur négligent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créancier n'a pas terminé. Il va encore falloir qu'il assigne maintenant son débiteur pour obtenir le paiement de sa dette, de sa créance. Mais là, il n'est pas tout seul. Il va être en concours avec tous les autres éventuels créanciers de son débiteur. Donc il n'est pas du tout sûr d'être payé. C'est très gentil d'agir par la voie de l'action oblique, vous agissez pour tous les autres. Mais vous n'êtes pas certain d'obtenir le paiement intégral de votre créance parce que la somme va retourner dans le patrimoine de votre débiteur et donc elle va devenir le gage commun de tous les créanciers de votre débiteur. Donc l'effet est assez limité. Alors qu'on va voir au contraire dans le cadre de l'action polienne, c'est beaucoup plus radical. Mais c'est vrai que les conditions étaient plus rigoureuses. Donc article 1341-2, l'action polienne, l'acte attaqué demeure valable. Il n'est absolument pas question d'annuler, de remettre en cause cet acte. Donc, il ne retourne pas dans le patrimoine du débiteur. Il reste, le bien reste dans le patrimoine du tiers. La sanction va tout simplement être l'inopposabilité de l'acte au créancier poursuivant et à lui seul. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme si le bien n'avait jamais quitté le patrimoine de son débiteur. Donc oui, il va pouvoir le saisir, mais cette fois-ci dans le patrimoine du tiers. Sauf que comme le bien n'a pas transité par le patrimoine du débiteur, n'est pas revenu dans le patrimoine du débiteur, du coup, le créancier n'est pas en concours avec les éventuels autres créanciers de son débiteur. Il n'y a pas de concurrence et du coup, c'est beaucoup plus efficace pour lui. Donc des conditions plus strictes, mais des effets quand même bien plus intéressants. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair sur la distinction entre action oblique et action polienne.